Bonjour. Donc je vais effectivement faire un bref point sur la situation épidémiologique et puis parler de la surmortalité sur conseil en fait, du professeur Hirschel qui a posé une question la semaine passée. Donc voici au niveau de la situation globale, on est à 3 500 000 cas, presque 250 000 décès. Mais on voit quand même un ralentissement. Il a fallu à peu près 13 jours pour passer du premier au deuxième million et le même nombre de jours pour passer du deuxième au troisième million, donc quand même un essoufflement. Vous voyez qu'il y a toujours énormément de cas aux États-Unis où c'est vraiment encore une pandémie qui est très active. Si on regarde au niveau des morts, un tiers des morts actuellement viennent des États-Unis. Un autre tiers d'Europe, c'est vraiment l'Angleterre qui a le plus grand nombre de morts, et d'autant plus maintenant qu'elle recalcule ou qu'elle reclassifie un certain nombre de morts qui viennent des EMS qui n'étaient pas dans un premier temps classifiés comme Covid. Donc quand même dans l'ensemble, une phase qui n'est plus tellement exponentielle mais plutôt linéaire au niveau mondial. En Suisse, nous arrivons bientôt à 30 000 cas, 1762 décès. Vous voyez une différence avec le FSP, donc il y a toujours un délai pour que les cas soient bien classés dans la bonne catégorie au niveau des statistiques nationales. Ce qu'on peut dire, ça n'a pas changé au niveau de la population générale. Il y a une incidence qui est plus forte chez les femmes entre 20 et 60 ans et plus forte chez les hommes après. L'incidence la plus haute pour les deux sexes est en dessus des 80 ans. Pour la population hospitalisée, vous voyez que l'incidence, elle est dans toutes les tranches d'âge plus élevée chez les hommes et pour la mortalité également. Si on regarde au niveau des tests qui ont été faits en Suisse, vous voyez qu'on a fait à peu près presque 300 000 tests, 12% positifs, donc plus que le nombre de cas, parce que bien sûr des gens ont eu plusieurs tests effectués. Si on regarde dans la semaine du 17, donc à peu près il y a 10 jours, vous voyez qu'il y a encore des tests positifs qui arrivent de toute la Suisse, donc il y a encore quand même des foyers de manière assez généralisée en Suisse. Mais par contre, le pourcentage de positifs dans les tests faits, bien sûr, diminue en parallèle à l'épidémie. Ici, dans le canton de Genève, on approche les 5 000 cas, 253 décès. Vous voyez en parenthèse le nombre de nouveaux cas et de nouveaux décès en 24 heures entre le 3 et le 4. Pour les tests, la même chose qu'au niveau suisse, il y a une nette diminution du pourcentage de positifs dans les nombres de tests faits. Mais maintenant, il faut interpréter aussi dans le fait qu'on a changé aussi l'indication, enfin pas changé, on a rajouté des indications. On va aussi tester par exemple des gens qui viennent à l'hôpital ou des gens asymptomatiques. Donc c'est clair qu'on aura peut-être une augmentation du nombre de tests effectués, mais une diminution du nombre de positifs. Au niveau hospitalier, sur la droite, nous sommes à 236 cas hier, 173 décès, 661 retours à domicile. On étudie maintenant un groupe ici au HUG avec la DGS, bien sûr, on regarde le nombre de nouveaux cas hospitalisés. Nous sommes en retard par rapport à ce qui se passe dans la communauté, puisque les cas qui arrivent hospitalisés, c'est le reflet de ce qui se passe dans la communauté probablement une semaine à 10 jours auparavant. Mais on est en discussion permanente pour essayer de vraiment suivre et déceler s'il y a des clusters, une réaugmentation significative du nombre de cas. Pour maintenant la mortalité. Donc souvent, je présente des nombres absolus de décès. Enfin, ce qui est présenté, ce qui est plus intéressant, c'est de voir par million d'habitants dans les pays. Mais finalement, c'est peu informatif. Ce qu'on essaie de savoir avec cette maladie, c'est bien sûr le taux de létalité, mais ça c'est difficile puisque le dénominateur, c'est le nombre de cas diagnostiqués, et ça dépend bien sûr de la capacité, de la volonté des pays de rechercher les cas. Donc on a un taux de létalité actuellement, le case fatality rate en anglais, qui varie entre 0,2% à 15%, voire plus. Donc c'est peu informatif. Ce qu'on essaye finalement d'obtenir, mais on l'obtiendra à la fin, c'est le taux de létalité par infection. Ce serait vraiment d'avoir le dénominateur total, le nombre de gens infectés, et puis d'avoir le nombre de gens qui décèdent de cette maladie. Et ça, peut-être qu'on l'aura une fois qu'on aura les résultats des études de séroprévalence qui nous aideront à mieux comprendre en fait finalement le nombre de gens qui ont été infectés par le Covid, par le SARS-CoV-2. Voilà, en termes de mortalité, donc ce qui est plus intéressant, ce que je vais parler dans les dernières slides, c'est l'excès de mortalité qui nous donne vraiment
une vision de l'impact en fait de cette pandémie sur la société. C'est vraiment le nombre de décès en dessous du nombre de décès attendus sur une période donnée. Donc ça, en fait, si vous voulez, les décès sont souvent bien enregistrés dans les pays, en particulier dans les pays industrialisés. Donc c'est une donnée qui est assez fiable. On la suit toutes les années, on peut regarder par semaine, par année. Et c'est ce qui nous permet peut-être de voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Et maintenant, ces chiffres commencent à sortir, donc c'est intéressant de les regarder. Donc vous voyez ici, pour différents pays dans le monde, le nombre de morts, donc c'est vraiment l'excès de décès, c'est pour toutes les causes. Vous voyez que la majorité, bien sûr, sont des décès dus au Covid, mais vous voyez que ça ne correspond pas au pourcentage de cet excès de mortalité. Vous voyez que pour l'Angleterre, seulement 71% de l'excès de mortalité est compris par les décès dus au Covid, ou est interprété par ça. Vous voyez qu'en Espagne, c'est 67% et ainsi de suite. Probablement que la plupart sont des décès Covid, mais qui n'ont pas été reconnus, pas encore classifiés, puisqu'il y a un délai. Par exemple, en Suisse, il y a des cas qui ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas assez d'informations. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas classés comme décès Covid, mais ils le seront peut-être plus tard. Donc, on est bien sûr en retard avec ça. Mais il y a aussi des décès qui sont non liés au Covid. Des gens qui n'ont pas consulté. On sait qu'il y a des gens qui ont eu très peur de venir à l'hôpital, qui ont attendu parfois trop longtemps, ou parfois dans certains endroits des systèmes de santé qui sont dépassés, qui n'arrivent pas à prendre en charge les patients avec des maladies graves hors Covid. Et puis bien sûr peut-être aussi des suicides, des homicides. Mais en même temps, il y aura aussi une sous-mortalité à d'autres causes. On peut penser que vu que les gens ont moins bougé, il y aura moins de décès dus aux accidents de la circulation. Donc il faut toujours, je vais vous présenter certaines données maintenant, mais il faudra toujours aussi les relire à 1 année ou 2 ans pour pouvoir voir en fait ce qui va rester de cet excès de mortalité. Ici, vous voyez simplement des études qui commencent à être publiées, qui montrent peut-être que des gens ne sont pas venus à l'hôpital et peut-être sont décédés à la maison. Il y a aussi des études en Italie. Donc ici, c'est une étude aux États-Unis qui montre qu'ils ont vu chuter certaines causes de maladies très graves, alors qu'ils n'ont jamais vu ça dans les années passées. Vous voyez que le nombre de décès dépasse de loin les moyennes historiques dans de nombreux pays touchés par la pandémie, pas par tous, mais vous voyez ici une jolie illustration où en orange, vous voyez ce qui est dû au Covid, ce qui a été attribué au Covid, mais vous voyez cette petite dépassement gris de la zone en pointillé, qui est ce qu'on attendrait en termes de décès et qui correspond à un excès de mortalité à d'autres causes. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être une partie va être reclassée Covid, mais vous voyez que ça dépend les pays. Par exemple, en Lombardie, il y a vraiment un excès de mortalité. Lombardie, c'est sur la droite, le deuxième schéma, qui pour l'instant n'est pas expliqué par le Covid. Il y a aussi clairement un excès de mortalité dans les villes et en particulier dans les pays en voie de développement. Vous voyez ici, mais là c'est vraiment le fait qu'ils n'arrivent pas à diagnostiquer ou ils ne veulent pas diagnostiquer ou ils ne cherchent pas les décès Covid. Mais vous voyez que si vous regardez dans le registre des décès, vous avez 10 200 personnes qui sont décédées durant cette période de plus que les années précédentes et vous voyez qu'officiellement il y a seulement 245 décès dus au Covid. Donc clairement il y a une augmentation du nombre de décès et puis il faudra voir encore la part du Covid, mais ça montre aussi un pays qui est peut-être dépassé par l'épidémie qu'il est en train de vivre. En Europe, la même chose, vous voyez ici le nombre de décès hebdomadaires de manière agrégée, tous les âges ensemble, et sur la droite par âge. Donc clairement, il n'y a pas d'effet, pas d'excès de mortalité pour la tranche d'âge de 0 à 14 ans, mais vous en voyez déjà une de 15 à 64 ans et en dessus de 64 ans. Et ça, c'est les données, les statistiques de décès pour tous les pays que vous voyez en haut sur la droite, donc une bonne vingtaine de pays européens, dont la Suisse. Ici en Suisse, donc les données de l'OFSP, on voit aussi cette augmentation, cet excès de mortalité dans la classe d'âge de 65 ans et plus, et très peu dans la classe d'âge de 0 à 64 ans qui est en dessous, et une interprétation qui a été publiée dans le site de la RTS, où vous voyez en rose en fait les décès attribués au Covid et ceux pour lesquels nous n'avons pas encore une attribution claire.
En Allemagne, par contre, il n'y a pas pour l'instant d'excès de mortalité sur les chiffres publiés. Vous voyez en rouge le nombre de décès en 2020 et les autres années, en particulier en gris en 2019 ou 2017, où il y avait là eu un petit excès de mortalité. Donc l'important, c'est peut-être de regarder ce qui se passe maintenant, mais d'attendre aussi de voir ça à la lumière des années passées et aussi à ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre, parce qu'il y a eu dans le passé aussi des mauvaises années de grippe avec des excès de mortalité dans les différentes tranches d'âge, en particulier chez les populations plus âgées. Donc vous voyez ici que pour l'instant, on a très peu dépassé cet excès de mortalité des années passées où il y avait des mauvaises grippes. Donc il faut peut-être attendre encore pour vraiment dire que le Covid est beaucoup plus sévère, vu qu'on a pris toutes ces mesures qui ont permis de quand même limiter le nombre d'infections ici en Suisse. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore trop interpréter ces données, il faut rester prudent. Donc en conclusion, je pense que quand même de manière générale, il y a un excès. On ne peut pas dire que c'est simplement des gens qui seraient morts de toute façon. Le Covid a quand même eu un impact très important. Il faudra l'interpréter à la lumière de la durée de l'année, de plusieurs années et aussi du passé. Et puis que l'excès de mortalité, c'est peut-être ce qui nous permet en fait de mieux comprendre et d'appréhender l'impact de cette pandémie sur notre société. Voilà, merci. Je vais vous présenter ce qu'on fait depuis 2 mois pour essayer de soutenir les hôpitaux universitaires de Genève dans leur prédiction et dans leur gestion. Plus exactement, un petit peu les outils qu'on utilise. Alors tout d'abord, c'est un peu l'équipe, qui est une assez grosse équipe de 13 personnes, mais qui sont essentiellement des chercheurs et des gens qui travaillaient dans le domaine des données ici à l'hôpital, notamment à la direction des finances, et puis les chercheurs de mon équipe. Alors, les modèles prédictifs, c'est un art difficile, et je vous montre ici quelques exemples qui ont été publiés et qui sont accessibles sur Internet et qui concernent le Covid, où vous voyez que lorsque ces prédictions ont été faites en février ou début mars, la visibilité sur l'avenir était notablement marquée d'incertitudes et de multiples possibles. De tous ces chemins que vous pouvez voir sur les morts, la consommation des soins intensifs, on voit des chiffres qui varient de quelques dizaines à quelques milliers de lits de soins intensifs. Évidemment, ça représente une très très grande incertitude et il est difficile de savoir quelle est la route qui sera suivie dans la réalité dans ces prédictions. Je vous montre ici une étude qui a été faite aux États-Unis, où ils ont demandé à 19 grands experts de l'épidémiologie et des modèles épidémiques de prédire, en gros, pour 2 semaines plus tard, c'était début mars, quelle sera la situation aux États-Unis. Et vous avez sur votre droite, je ne sais pas si je prends la souris, si ça se voit sur la présentation, mais vous avez ici les points bleus sont la prédiction la plus probable. La zone bleue, c'est l'incertitude sur leur prédiction. Et vous voyez qu'ils prédisaient pour 2 semaines plus tard. La réalité de 2 semaines plus tard, c'était 140 000 cas. Et vous avez ici les prédictions. Les rares qui étaient qui avaient les chiffres corrects avaient des marges d'incertitude au moment de la prédiction qui, en gros, ici, variaient de quelques milliers de cas à plus d'1,5 million de cas. Donc, c'est un difficile exercice. Pour vous l'illustrer, je vous montre ici un modèle épidémique très classique qui est utilisé à peu près par toutes les personnes dont vous avez pu voir des prédictions ces derniers temps, qui est un modèle compartimental tout à fait standard, que vous pouvez utiliser, vous, il y a l'adresse qui est là, et vous pouvez, avec la souris, en temps réel, manipuler les différents paramètres de cette équation ou de ce système compartimental et voir l'impact que de bouger un tout petit peu les paramètres peut avoir.
Et donc, en fait, la particularité de ces modèles, c'est qu'il y a une base mathématique et puis ensuite, il y a d'innombrables variables. Et on connaît les variables telles qu'elles étaient hier ou avant-hier, on peut connaître ces paramètres. Et donc, il est toujours relativement facile de fitter la courbe avec ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. En revanche, pour connaître l'évolution de ces paramètres dans le futur, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, dans cette équipe dont je vous parlais avant, ces travaux qu'on a faits, pour essayer d'évaluer ces paramètres, tout d'abord, on suit depuis 2 mois tout ce qui se passe en Suisse et dans les cantons, dans tous les cantons de la Suisse et dans les régions voisines de la Suisse, ainsi que dans un certain nombre de pays qui sont en interaction ou d'intérêt pour la Suisse. Vous avez ici un exemple de ce charting que j'ai fait hier, mais on a ces chiffres en temps réel sur un site. Ensuite, pour la Suisse, on mesure avec très grande précision toutes les mesures qui sont prises et l'impact de ces mesures sur la phase ascendante de la pathologie, mais aussi tous les éléments qui peuvent influencer l'adoption de ces mesures. Je vous donne un exemple. Le Conseil fédéral décide d'interdire les réunions de plus de 1000 personnes, mais le MAD à Lausanne coupe la salle en 2 pour permettre quand même à 900 personnes de se réunir dans 2 salles différentes, 2 fois 900, donc c'est autorisé, c'est moins de 1000. Et en fait, on voit que, bien qu'une décision soit prise, il y a des contre-réactions qui limitent l'adoption de la mesure. Ces contre-réactions, on peut les suivre, et dans certains cas, ça va dans le sens de ne pas adopter les mesures, comme ce qui s'est passé avec le MAD, où une période où les désobéissants étaient des héros, puis il y a le décès d'une adolescente de 16 ans, et tout à coup, les désobéissants deviennent des décérébrés. Évidemment, ça change l'adoption des mesures. Par ailleurs, on suit l'impact des mesures dans 109 pays depuis 2 mois, et vous pouvez voir ici l'effet de ces mesures de confinement. J'ai mis un peu on-off, mais on a beaucoup plus de détails que ça. Il est intéressant ici de voir, donc sur ces 2 charts, vous avez ici rester à la maison. Donc ici à gauche, vous avez sur les petits points bleus vers le haut, c'est la quantité de morts, et vers la droite, c'est la force de la mesure. Donc vous voyez que pour rester à la maison, plus la mesure est forte, donc plus on va vers la droite, plus les petits points bleus s'écrasent vers le bas, donc plus la mesure a de l'impact. Vous voyez qu'en revanche, pour fermer les écoles, sur 98 pays, plus la mesure est prise, plus la mesure est forte, en fait, ça n'a pas d'impact sur la mortalité. Voilà, donc on fait ça pour tout un tas de mesures et sur 109 pays. Ensuite, on regarde l'évolution ajustée, comparée des différents pays, puisqu'il y a des pays qui ont, entre guillemets, de l'avance sur la Suisse, des pays qui sont comme la Suisse. Les vitesses d'avancement sont différentes d'un endroit à l'autre, et on essaye d'apprendre de l'avancement d'un pays pour voir ce qui pourrait se passer avec la Suisse, ou de régions ou de villes qui ont des caractéristiques similaires à la Suisse. Donc voilà, je vous montre ici des exemples où, en fait, on va prendre, par exemple ici, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Corée du Sud, et puis ensuite, on applique ce qui s'est passé en Chine et en Corée du Sud à la Suisse. Donc ce que vous avez ici, c'est la Suisse fitée à un fit de la Chine et de la Corée ensemble. Voilà, on fait ce genre de choses pour essayer de deviner ce qui va se passer en Suisse. Ensuite, pour la Suisse et pour Genève en particulier, ce qu'on essaye de faire, c'est de considérer que cette courbe épidémique, elle est très très différente selon tout un tas de critères, et qu'en fait, la courbe épidémique qu'on a observée à Genève et qu'on va vivre ces prochains temps, c'est une somme de plein de courbes épidémiques. La courbe épidémique chez l'adulte, la courbe épidémique chez celui qui a 15 comorbidités, la courbe épidémique chez les enfants, la courbe épidémique, etc., etc. Il y a en fait plein de courbes épidémiques qui se surajoutent, qui se superposent, et la somme de toutes ces courbes épidémiques, ça donne une sorte de grosse courbe épidémique. Et ce qu'on vit, c'est la grosse courbe épidémique. Mais ce qu'on essaye de mesurer, c'est l'ensemble de toutes ces courbes épidémiques. Alors vous avez ici des exemples de ces situations
où vous voyez la prise en compte de phénomènes latents. Donc je vous zoome ce que vous voyez ici. Et ici, vous avez par exemple toutes ces petites courbes épidémiques qui sont des courbes épidémiques par âge. Et vous pouvez voir que le comportement de ces différentes courbes est en fait très différent. Et lorsqu'on met ensemble ces différentes courbes, en tenant compte de tous ces phénomènes latents, comme l'âge, les comorbidités, différentes caractéristiques liées à des clusters, eh bien, on arrive à essayer d'avoir une sorte de courbe qui ressemble beaucoup à la courbe épidémique qu'on a vécue et qu'on a essayé de prédire aussi, mais qui n'est plus qu'une somme de courbes épidémiques. Voilà, sur votre droite en haut, vous avez plusieurs types de modèles très différents qui sont utilisés pour prédire le futur. Voilà, donc normalement là, je suis éventuellement censé vous dire ce qui va se passer le 17 juillet à 19h45. Alors je ne le ferai pas, mais comme vous l'avez vu, sur Internet ces 2 dernières semaines, il y a énormément de prédictions qui se font. Toutes ces prédictions prédisent que si on ne fait rien, ça ne va pas bien se passer, très mal même. Et il est évident qu'il y a une chose qu'on peut prédire, c'est qu'on ne fera pas rien, et que donc le pire ne se produira pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire exactement ? Ben, je vais pas jouer à la boule de cristal, mais je vais vous montrer ici un de nos outils, cet outil qui suit automatiquement 109 pays. Vous avez ici un exemple de production de cet outil que j'ai fait hier soir, mais enfin on peut cliquer et ça le fait tout le temps, où vous voyez la Suisse, l'Autriche, le Danemark et le Japon. Et vous avez les barres verticales qui sont des mesures de santé publique qui ont été prises, en rouge lorsqu'elles sont prises, en vert lorsqu'elles sont levées. Et on peut voir qu'un certain nombre de phénomènes se passent. Je soulignerai ici, par exemple, que le 15 avril, les écoles ont repris au Danemark, et on peut voir que les courbes bleues ici sont décalées pour tenir compte de la différence de temps qu'il y a entre le moment où quelqu'un est potentiellement infecté et le moment où cette personne est potentiellement diagnostiquée ou symptomatique. Donc, on peut voir avec plus de facilité quand une mesure entraîne un impact. Vous avez ici ce qui s'est passé à Hokkaido au Japon. Vous avez différentes choses qui sont illustrées. Mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est que la vraisemblance d'une situation de type fin tragique semble peu probable. En revanche, la probabilité qu'on soit dans une situation d'une tragédie sans fin, elle est plutôt vraisemblable, c'est-à-dire une situation qui va se prolonger avec des vagues. Et à chaque fois, un peu de déconfinement va entraîner une petite montée. Et puis, dès qu'on va voir la montée, on va se stresser, et puis hop, on va refermer un tout petit peu les robinets, et puis ça va redescendre, et puis ça va osciller comme ça. Voilà, je vous remercie.